Forgée à l'IHEDN, docteur en sciences politiques, colonel dans la réserve opérationnelle des armées et ancienne directrice de séminaire à l'école de guerre, Caroline Galacteros n'est jamais en défense, mais toujours en attaque. Si ses arguments font souvent mouche, sa large connaissance des questions stratégiques et des alliances de l'ombre en font la dépeceuse des idées reçues. La patronne de Géopragma monte toujours au contact, avec force et beauté. Caroline Galacteros est l'invitée du dialogue. Disons que les parrains et les patrons de l'Ukraine ont fait un certain nombre de mauvais calculs. D'abord des mauvais calculs initiaux, des calculs intellectuels, c'est-à-dire ils se sont dit la Russie veut prendre l'Ukraine, or elle avait dimensionné une petite opération, donc après ils se sont dit ah ben non, elle est sous-dimensionnée pour ce qu'elle veut faire, donc elle ne va pas tenir. Je ne parle même pas du point de vue économique, financier, monétaire, etc. Tout s'est passé à l'inverse de cela. Ensuite, les Occidentaux, les Britanniques, les Américains, ils ont une idée de la victoire et d'ailleurs de la guerre, qui est une guerre de mouvement, qui est une guerre extrêmement offensive. Or, les options tactiques prises par la Russie ne sont pas des options à ce jour, parce que ça peut changer maintenant, mais ne sont pas à ce jour des options de prise de gains territoriaux, de prise du territoire ukrainien. Donc là aussi, on s'est planté là-dessus. Donc, assez vite, la Russie a réorganisé, d'abord elle a mobilisé plus, quand elle a compris que ça allait durer, après l'échec des pourparlers d'Ankara, d'Istanbul et de Minsk, enfin toute la petite séquence tout de suite après le début de l'opération spéciale, qui a été avortée par nous, enfin par Boris Johnson, mais c'était juste le télégraphiste, lui. Bon. À partir de là, la Russie a commencé à entrer dans une autre phase, qui était une phase de renforcement, parce qu'elle a compris que ça allait durer, vraiment. Et que donc, il fallait qu'elle mène une guerre d'usure et d'attrition. Et pour mener une guerre d'usure et d'attrition, il faut conserver ses forces. Donc, un, elle a mobilisé. Deux, elle a des options tactiques qui sont de préserver son potentiel humain. Ensuite, elle a une supériorité en matière d'artillerie qui est indéniable, voilà, sur l'Ukraine. Et toute l'idée a été donc de taper sur les forces ukrainiennes à fond, au maximum avec l'artillerie, de les laisser venir dans tout un tas de ce qu'on appelait les poches de feu, etc. Donc ils venaient pour faire, eux, ce que leur mentor leur suggérait de faire, c'est-à-dire des attaques, pour prendre des villages, pour reprendre quelque chose, pour avoir des succès. Aussi pour une question médiatique, pour une question de communication sur l'idée d'une victoire et d'une récupération de l'Ukraine des territoires perdus. Et tout ça s'est abîmé dans la réalité des choses, c'est-à-dire que les Russes les laissaient venir, puis ils les agonisent d'artillerie, et donc les bilans humains deviennent très très lourds, effectivement. Alors là aussi, on est parti dans une désinformation, enfin une propagande totalement délirante. Après avoir dit que l'armée russe était en short, on a expliqué qu'elle perdait des centaines de milliers d'hommes, etc., etc., etc. Donc, nous, on a décollé de la réalité, en fait. Et donc, quand on décolle du terrain, parce qu'on est mu par des objectifs idéologiques, par la rage, par la fureur, devant le fait que ça ne marche pas, eh bien, on est de plus en plus à rebours de la réalité du rapport de force. Ça devient très compliqué de revenir dessus. Alors, les médias anglo-saxons reviennent maintenant dessus, depuis quelques mois. Nous, ici, on est resté au point zéro. Nous, on n'arrive pas à revenir. Nous, on est plus royaliste que le roi, encore une fois, en cette matière, en termes de propagande. Mais là, maintenant, voilà, la contre-offensive, c'est un échec cuisant, c'est clair. Donc on explique qu'il va y en avoir une autre, mais qu'il faut du temps. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Mais les Russes, eux, maintenant, sont en position de force. Ils ont ce qu'ils appellent une stratégie de défense active et de défense de plus en plus agressive maintenant.
Parallèlement, ils ont quand même détruit depuis 2 ans bientôt une partie importante des défenses antiaériennes de l'Ukraine qui était importante, qui était solide. Mais bon, à force de... Ils ont détruit une grande partie des axes logistiques. Donc ça aussi, pour les forces ukrainiennes, ça a été très compliqué. Ils ont détruit une grande partie des armes occidentales livrées, des chars, des Bradley, des léopards, enfin il y en a partout, il y a des cadavres partout, là, il y a des carcasses impressionnantes. Et donc on est là devant quelque chose qui devient quand même très difficilement soutenable militairement, à tel point que Zelensky parle d'une mobilisation générale. Mais jusqu'à quel point la population va se laisser faire? Parce que finalement, c'est sans issue. De toute façon, c'est sans issue en termes d'effectifs, c'est sans issue en termes de capacité à tenir la distance, parce qu'en fait, l'Ukraine est complètement sous perfusion. L'État ukrainien est payé, est entretenu chaque mois par l'argent européen et américain. Les armées, n'en parlons pas. Les combattants, les conseillers, les mercenaires, enfin, voilà, de temps en temps, il y a quelques petits problèmes, comme on en a eu un récemment avec pas mal de Français morts dans une frappe de précision, parce que la Russie aussi a une vision totale de ce qui se passe en Ukraine. Ils ont un système extrêmement bien fait. Ils savent où tout le monde est. Donc ça dépend d'eux, en fait. Voilà, l'intensité dépend d'eux. Voilà, donc on est vraiment à un point où, de mon point de vue, il est urgent, comme je dis maintenant, j'essaie de le dire pour que ça rentre dans la tête des gens, il faut avoir le courage de la paix, là maintenant, il faut se réveiller, il faut retomber par terre, il faut faire un cessez-le-feu, et il faut commencer des pourparlers, parce que sinon, bientôt, il n'y aura plus d'Ukraine, et les buts militaires de la Russie, qui n'étaient donc pas territoriaux au départ, qui étaient de reneutraliser l'Ukraine, d'arrêter de faire en sorte que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. C'est ça leur sujet quand même. Initial, ils sont en train d'évoluer. Parce que maintenant qu'ils ont bien leurs 4 oblasts, enfin il y a encore, les combats se poursuivent, mais quand même c'est assez, c'est clair, ça va jamais repartir à l'Ukraine, ces territoires. Qu'ils sont en train d'arriver vers Kharkov, bah, le joyau de la couronne, c'est quand même Odessa. Donc, comme les armées ukrainiennes sont à la peine, en termes d'effectifs, d'équipement et de volonté de se battre aussi, de force morale, hein, parce qu'ils étaient courageux. Je ne dis pas que les combattants ukrainiens n'étaient pas courageux, ce n'est pas du tout le sujet. On les a envoyés au casse-pipe, on les a envoyés dans un combat, en fait, militairement voué à l'échec. Nous sommes responsables de ça. Nous sommes politiquement et humainement et moralement responsables. Eh bien, maintenant qu'on en est là, les Russes peuvent très bien se dire, bon, bah, on va finir le travail, quoi. Hein. Faisable? Non, c'est pas faisable, mais est-ce que ça ne sera pas malgré tout fait d'une manière ou d'une autre? Il ne faut pas oublier que enfin, ça sera un processus très long, hein. Ce sera un processus très long. Et pour l'instant, on a encore besoin d'unanimité pour décider ce genre de choses. Donc on n'y est pas. Et les élections européennes à venir vont peut-être apporter des surprises et des changements d'équilibre. Est-ce que c'est souhaitable? Évidemment non. L'Ukraine est un pays en ruine. L'Ukraine est un pays qui a besoin d'être totalement pris en charge. Et on le voit sur les questions agricoles. Enfin, je vois pas au nom de quoi l'Europe, qui est déjà elle-même en crise, et qui est en crise aussi parce qu'elle a suivi l'Amérique, comme d'habitude, dans cet aventurisme contre l'Ukraine, irait s'affaiblir encore davantage dans de grandes largeurs, à hauteur de plusieurs milliards, et en ce qui nous concerne quand même, sur 2 ans, je ne sais plus, on parle de 8 milliards déjà pour la France. Enfin, on est fou, hein, on est fou, on est déjà, on a déjà notre PIB en dette et on va continuer. Donc ça me semble totalement fou, mais l'idée derrière cela, c'est que comme les Américains ont compris
que la question de l'OTAN, quand même, ça devenait dangereux de continuer à dire à Zelensky qu'il allait entrer dans l'OTAN. Or, c'est bien ce qu'on lui a dit au départ pour le pousser à lancer ses troupes et à lancer son peuple dans cette guerre folle. On se dit que l'UE, c'est une solution parce qu'il y a des garanties de sécurité dans les traités de l'Union européenne qui permettent, quand on est membre de l'UE, qui obligent, en tout cas qui lient les membres de l'UE entre eux, si l'un d'eux est agressé, les autres qui sont membres de l'OTAN aussi, pas tous, mais certains, sont obligés, lui doivent soutien, pas forcément militaire, mais lui doivent soutien immédiat. Donc c'est une manière de mettre en place, entre guillemets, ne serait-ce que le fait de le dire, et de justifier aussi d'ailleurs les préparatifs de la mise en place, parce que c'est surtout ça, de garanties de sécurité concrètes, militaires. Et là, voilà, c'est un piège, c'est un nouveau piège, c'est-à-dire cette guerre, clairement, a rempli un de ses objectifs du point de vue américain. Certes, la Russie ne tombe pas, certes, c'est pas demain la veille à mon avis, au contraire, mais en revanche, le lien Europe-Russie, lui, il est bien abîmé. Et ça, c'est quand même une grande victoire américaine. La dépendance énergétique européenne au gaz naturel liquéfié américain maintenant est énorme. Et d'ailleurs, Joe Biden, avec son cynisme habituel, et quand il a encore un peu de lucidité, fait des déclarations sur le thème, écoutez, si vous ne signez pas les accords qu'on veut, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, en fait, si vous n'obéissez pas, et notamment en reprenant la charge financière du soutien à l'Ukraine, mais aussi en matière commerciale pour nos produits, etc. En fait, nous, vous comprenez, pour des questions d'environnement, tout ce gaz, on est obligé quand même de faire des restrictions. Donc, au nom, c'est énorme, c'est à la fois clownesque et tragique. Au nom du green, de la green, je sais pas quoi, moi, concern, eh bien, on va être obligé de limiter nos livraisons. Donc maintenant que vous êtes bien dans notre main, maintenant que vous dépendez bien de nous, maintenant que vous avez foiré toutes vos relations avec la Russie, maintenant que c'est très compliqué, maintenant que vous êtes soi-disant menacé en plus par les ambitions impérialistes du tsar Poutine, n'est-ce pas? Et ben en plus, on peut vous faire en sorte d'avoir une crise du gaz terrible qui va vous coûter une fortune. Donc on est dans un piège. J'allais dire, c'est comme les dents d'un crocodile, quoi. Il y a plusieurs, il y a plusieurs profondeurs, quoi. Donc c'est un double ou triple piège. Voilà. Oui, bien sûr, c'est une. Pour moi, c'est une évidence. Puis de toute façon, c'est documenté. Je veux dire, depuis 2004, la révolution orange, puis les promesses faites, la proposition, l'invitation faite aux Ukrainiens au moment du sommet, alors je ne sais jamais si c'est Budapest, non c'est Bucarest, en 2007 ou 2008, d'entrer dans l'OTAN. Hein, ça leur a déjà fait une jolie petite musique. L'OTAN, c'est beaucoup de sous quand même. Hein. Donc ça, pour les Ukrainiens, c'est important. Alors que l'Ukraine, là, n'avait pas de problème de sécurité. Aucun problème de sécurité. Voilà. Donc, depuis ça, puis Maïdan, tout simplement. Enfin, Maïdan... un coup d'État parfaitement orchestré, parfaitement préparé. Il faut comprendre que le numéro 2 du département d'État américain, c'est Victoria Nuland. Et Victoria Nuland, c'est un chien de guerre. Hein, c'est pas... Elle veut se faire la Russie, elle y croit. Donc elle est dans une dynamique de destruction, de déstabilisation permanente. Quand même, elle a nommé... les Américains ont nommé le gouvernement issu du coup d'État de Maïdan. Et plusieurs de ses membres avaient un passeport américain. Et là, ils essaient de nous refaire le coup en mettant l'ambassadeur d'Ukraine à Washington. Ils voulaient en faire un premier ministre. Enfin bon, ils sont sans arrêt. C'est du régime change en permanence. Donc Nuland, maintenant, elle est montée en grade, donc elle est numéro 2. Et à mon avis, c'est quand même un peu le véritable secrétaire d'État, Blinken étant
Enfin, il est largué, il est un peu... Bon, il y a pire que lui, quoi. Il y a pire que lui. C'est quand même l'équipe, tout ça, c'est les équipes démocrates. Mais tout ça, c'est une vieille histoire. Ça date, ça remonte en fait, même avant. Ça remonte aux années 90, ça remonte à la politique de Clinton. Tout ça, ça a commencé avec Clinton. Et les plans de déstabilisation, aussi bien de la Russie que du Moyen-Orient, sont des plans quand même démocrates, qui ont été mis en œuvre aussi par George W. Bush, et puis l'invasion de l'Irak. Mais à l'occasion de septembre, du 11 septembre. Mais c'est une vieille histoire. Il faut éclater, il faut fragmenter. Pour dominer, il faut affaiblir les autres, quoi. Bon. Divide to conquer. Voilà. Donc c'est une vieille histoire. Et on peut dire, bien sûr, que les Américains sont à la manœuvre, et les Anglais aussi. Que les Anglais, c'est le vieux grand jeu. Hein? C'est pas, ça, ils n'ont pas oublié non plus. Et puis surtout, ils sont de toute manière aux ordres de Washington. Donc, c'est une politique extrêmement bien envisagée, mais c'est une politique qui est mise en échec. Voilà. Et ça, c'est dur à avaler quand même. C'est très dur à avaler. Je pense pour les uns comme pour les autres. Et c'est pour ça qu'on est parti dans une surenchère. Et au lieu de se dire, on a raté notre coup, bon, peut-être se calmer parce que, voilà. Mais on continue. On parle d'une nouvelle offensive, on parle de continuer à entraîner des Ukrainiens. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? La Russie ne s'arrêtera pas. La Russie, elle n'a plus le choix maintenant. Elle n'a plus le choix, en fait. Elle peut s'arrêter s'il y a un accord au sommet, à mon avis, pas du tout avec les Ukrainiens, ils savent très bien que c'est des marionnettes, mais avec Washington et avec un président intelligent qui a compris qu'il faut faire un accord pour des raisons globales d'ailleurs, qui dépassent l'Europe. Parce que Trump, l'Europe, bon, hein, c'est pas... Il avait déjà expliqué pendant son premier mandat que, ouais, bon, l'OTAN coûtait cher, ça rapportait rien. Bon, voilà, donc l'Europe, effectivement, si un Trump arrivait au pouvoir, ce que moi j'appelle de mes voeux personnellement, et j'espère qu'il ne va rien lui arriver, surtout d'ici là, si un Trump arrivait au pouvoir, je pense effectivement, alors il a dit qu'il ferait la paix en 24 heures, peut-être pas, mais en tout cas, il a le lien. Il a le lien, il a le respect, il y a une relation. Nous, on a détruit toutes les relations, on a détruit le dialogue, on a détruit toutes les passerelles, tous les petits ponts, tous les petits chemins, tout ce qu'on pouvait faire pour garder des contacts et pour pouvoir faire passer les messages. La France, j'en parle même pas, mais l'Europe ne fait plus rien. On est dans une position de combat, en fait, comme si c'était un combat, le bien contre le mal. Mais c'est n'importe quoi, c'est juste la sécurité européenne. Il faut refonder la sécurité européenne et ça passe par la neutralisation de l'Ukraine. Donc soit l'Ukraine sera neutralisée par les bombes, les Kinjal, les calibres et le reste, hein, et il ne va plus en rester un gros bout, parce que là maintenant les Russes vont peut-être changer au bout d'un moment, parce que Poutine il a aussi des contraintes. D'abord il a son élection, voilà, semble pas non plus un truc hyper aléatoire, mais quand il aura été réélu, là, il va falloir quand même à un moment donné faire quelque chose. Et il parle déjà d'une zone tampon, et il dit qu'il faut qu'elle soit grande, etc. Donc, pour avoir une zone tampon grande, il faut déjà l'avoir conquise. Donc c'est au-delà forcément du Donbass, enfin des 4 régions du Donbass et de Zaporojie et de Kherson. Bon. Donc, ça veut dire que ça peut continuer, surtout que les Ukrainiens, pour l'instant, ne peuvent pas répliquer, pas tellement. Avdiivka va à mon avis, ça prendra du temps, parce qu'ils vont très très lentement. Ils vont très très lentement. Et c'est ça qui nous égare. Parce que nous, on est dans cette idée qu'il faut aller, il faut prendre, il faut conquérir, il faut tout détruire, il faut faire un tapis de bombes. Mais pas du tout. Vladimir Poutine le dit sans arrêt, Lavrov aussi. La question n'est pas d'aller tuer des civils ukrainiens. La question est de démilitariser l'Ukraine. Bon, donc ça veut dire la mettre hors d'état de nuire militairement.
reneutraliser l'Ukraine. Bien, ça veut dire qu'il n'y ait pas d'OTAN. Bon. Dénazifier l'Ukraine, alors ça, c'est un peu pour nous, il y a une dissonance cognitive, parce que pour nous, les nazis, enfin bon, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'eux appellent des nazis. Mais en fait, c'est pas des... En fait, c'est les anti-slaves. C'est les anti-slaves qui, pendant la période nazie, se sont illustrés contre les juifs, etc. Mais c'est les anti-slaves. C'est l'antislavisme qu'ils combattent. Donc ces objectifs sont toujours les mêmes, et d'ailleurs il l'a dit, ils le disent tous, on va continuer, voilà. Mais ils disent aussi, on est prêt à discuter, mais personne ne veut discuter. Il n'y a pas d'interlocuteur, personne ne veut discuter. Alors on dit qu'il y a des pourparlers secrets entre services, etc. Peut-être, j'en sais rien. Je n'en sais rien, je peux pas. J'espère. Voilà, ouais, bon, je peux pas l'affirmer. Alors, il était sur la sellette depuis déjà un moment. Il était en bisbille, en opposition avec le président Zelensky depuis longtemps, et notamment, en fait, depuis Bakhmout, depuis la chute de Bakhmout. Donc, ça remonte. Parce que c'est un militaire extrêmement politique, extrêmement populaire, donc politique, donc un possible ersatz, si j'ose dire, de Volodymyr Zelensky. Et il était question, enfin là ça devenait, la brouille devenait lourde, devenait publique surtout, parce qu'il y a eu des fuites, alors orchestrées ou pas, pour dire qu'il n'était plus d'accord avec la vision et les prises de position publiques en fait de Zelensky, qui voulait parler de mobilisation. Donc Zelensky a essayé de lui coller sur le dos, de lui dire de faire croire que c'était Zelensky qui demandait la mobilisation de 500 000 hommes, et donc des femmes, et donc des jeunes, et donc voilà. En fait, Zelensky a dit on ne peut rien faire si on n'a pas de troupes, ce qui est assez, pour un militaire, assez basique. Donc il a été question, enfin il y a eu divers bruits. Il a été question d'abord de le limoger effectivement et de le remplacer. Enfin, on parlait du chef du SBU, donc des services secrets ukrainiens armés, Boudanov, mais qui est un jusqu'au boutiste assez terrifiant, je trouve. Ensuite, il y a eu une fuite disant qu'il avait commencé à préparer ses cartons, si j'ose dire, Zelensky. Ça, c'était il y a déjà une semaine. Et puis qu'il n'était pas d'accord pour démissionner, mais que bon, si le président en fait lui demandait, il partait. Zelensky est revenu en arrière. Alors est-ce qu'il y a des pressions, de qui, de quoi, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement Victoria Nuland était là la semaine dernière et que Zelensky part. Alors on dit qu'on lui a proposé, enfin le poste d'ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne, ce qui est assez drôle pour un homme comme lui. Moi, je pense que s'il devient ambassadeur en Grande-Bretagne, il va essentiellement prendre des cours de communication, de politique, et peut-être qu'on le prépare pour le coup d'après, qui serait le remplacement éventuel de Zelensky dans une phase où des pourparlers pourraient devenir absolument nécessaires du point de vue américain. Mais c'est le signe de notre incapacité à comprendre ce qui se passe véritablement sur la planète, et aussi l'ampleur de notre discrédit moral et politique. Et la Russie, pour moi, c'est sa victoire principale, c'est la victoire de Poutine, c'est-à-dire d'avoir montré, d'avoir donné l'exemple, en fait, d'un stop mis à
le fantasme d'hégémonisme perpétuel des États-Unis, de l'Europe et de leurs quelques alliés. C'est-à-dire, il a montré que c'était possible. Et ça, il y a une puissance d'exemplarité là qui est très forte, et aussi une puissance d'attraction pour tout un tas de pays qui, bien sûr, ne peuvent pas le faire eux, mais se disent, ah, maintenant, le jeu se rééquilibre. Le jeu international se rééquilibre, on entre effectivement dans la multipolarité, et on n'a plus à y gagner qu'à la phase précédente où on était passé de la bipolarité de la guerre froide à une unipolarité américaine, en fait, avec sa cohorte, bien sûr, de contraintes, de pression, de chantage. Et ça s'est vu au fur et à mesure. Ça s'est vu aussi avec le fait que le dollar est devenu une arme non plus de sécurité et de stabilité, mais une arme de chantage, une arme de contrainte. Parce qu'évidemment, les Américains, face à cette bascule globale du monde, s'inquiètent de la prééminence du dollar qui faiblit. Doucement, mais qui faiblit quand même dans les échanges mondiaux, dans les PIB, dans l'équilibre global des forces. Et donc cette dédollarisation de l'économie, qui pour eux serait c'est le cauchemar absolu, quoi. Ça veut dire qu'eux qui vivent à crédit sur le monde entier depuis très très longtemps, depuis des décennies, ne vont plus peut-être pouvoir le faire. Donc c'est un facteur de fragilité important. Et donc, au lieu de se dire, bon, le jeu change, il faut arriver à retrouver des équilibres et à ne pas perdre trop de plumes et à restaurer notre crédit, continue dans l'idéologie et s'imagine que le discours, moi c'est ça qui me renverse, que l'exceptionnalisme américain sur le thème « nous sommes là pour... nous sommes la nation indispensable, le monde a besoin de nous, le monde doit nous écouter, le monde doit nous obéir, nous sommes la liberté, nous sommes la prospérité, nous sommes la sécurité », avec tous les démentis qu'on a, au moins depuis 2003 déjà. Je ne parle même pas des Balkans, de tout ce qui s'est passé dans les années 90, mais depuis l'Irak, et puis tous les printemps arabes, et puis la Syrie, et puis la Libye, enfin... ça n'est plus un discours audible en fait, mais on continue, c'est-à-dire on croit qu'on va l'emporter à la fin dans la guerre des perceptions, mais c'est pas seulement la guerre des perceptions, il y a un effet de réalité maintenant, et il y a une alternative, et c'est là qu'un Trump et les gens qui l'entouraient au tout début avaient compris quelque chose, c'est qu'il fallait ramener la Russie. Il fallait la décoller de déjà ce balancement qu'elle était en train déjà d'effectuer un peu vers la Chine. Et on a fait tout l'inverse. On a fait tout l'inverse en la rendant... parce que la Russie, c'est géographiquement, si on prend... c'est le cœur de l'Eurasie. Et c'est la barrière. Donc en fait, du point de vue américain et du point de vue européen... c'est l'ennemi en ce sens-là, c'est-à-dire que de l'autre côté, comme on n'est pas capable d'envisager un monde ouvert et de se dire, par exemple, l'UE devrait aller vers l'Union économique eurasiatique, je ne vois pas pourquoi pas. Pourquoi ne pas favoriser, ça nous rendrait beaucoup plus puissants. Mais du point de vue américain, évidemment, si on fait ça, l'Europe plus la Russie, ça fait un sacré morceau géostratégique, là. Donc ça n'est pas jouable, et ça c'est les vieilles théories américaines géopolitiques qui ont déjà plus d'un siècle, où il faut empêcher qu'il y ait une puissance centrale eurasiatique, une masse géopolitique puissante. Donc on récupère l'Europe, on la met sous tutelle étroite, notamment militaire, mais pas seulement, et on l'empêche d'aller. Et nous, comment on n'est pas capable de se concevoir en fait de manière autonome. Et comme par ailleurs, en parallèle de tout ça, il y a toute l'idéologie du mondialisme, de l'affaiblissement nécessaire des États au nom d'une puissance européenne qui, je sais
pas d'où elle sort, mais enfin bon, on s'imagine que plus on est faible comme État européen, plus on va être puissant collectivement. C'est un non-sens. C'est un non-sens, mais c'est pourtant la marche de l'Europe depuis des décennies. C'est le fédéralisme, c'est l'européisme, BA, complètement stupide, bêta, BA et bêta. Et donc on continue, on est dans la fuite en avant. Et quand il y a un conflit comme l'Ukraine, évidemment, du coup, on n'est pas capable de se dire il faut arrêter les frais, il faut restabiliser l'ensemble, il faut reprendre des relations, il faut se concevoir à l'échelle du monde maintenant tel qu'il est. Sud global, nord global. Bon, ça marche plus en fait. C'est la multipolarité. Et il y a plein de pays, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, partout, qui se disent c'est mieux en fait. C'est beaucoup mieux. Surtout que la Russie a un discours, et la Chine aussi, et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de se parler, de se voir, etc., ont un discours sur le thème, nous on propose de restaurer un modèle de relations internationales basé sur l'égalité des États, sur le respect de leur souveraineté, sur la non-ingérence, sur une coopération plus équitable, donc ça, quand vous êtes un État, vous vous dites, c'est pas mal ça, c'est mieux, hein, pourquoi pas. Voilà, et donc ça, quand en plus il y a tout l'édifice institutionnel qui se construit autour des BRICS, et autour aussi de toutes les organisations régionales eurasiatiques. Donc, j'ai parlé de l'Union économique eurasiatique, mais il y a l'organisation du traité de sécurité collective, il y a l'organisation de la conférence islamique, il y a l'organisation de coopération de Shanghai. Enfin, il y a tout un tas d'enceintes maintenant, institutionnelles, qui commencent à faire des liens dans tous les sens entre elles. Et nous, on est là, on est comme les lapins dans les phares d'une voiture, on se dit, oula, non, c'est mal. C'est infantile, c'est infantile. Voilà. C'est un gadget, dis donc. Ils ont une vision intéressante de ce qu'est un gadget. Non, c'est pas un gadget, je pense que c'est très structurant. C'est un phénomène très structurant, dont les concepteurs, enfin les grands parrains, que sont la Chine et la Russie, voient le développement d'une manière prudente, méthodique, par cercles concentriques autour de puissances régionales, avec à un moment donné des développements financiers et monétaires, mais ils prennent leur temps, parce qu'ils savent bien que pour l'instant, une partie de leur pays, des BRICS+, et puis de tous ceux qui veulent entrer, partout. Il y a 30 candidats quand même. Hein. Bon. Donc, tout cela ne peuvent pas se passer du dollar, ne peuvent pas, ça les effondrerait. Ils sont encore trop vulnérables. Donc l'idée, c'est de renforcer dans tous les sens les accords, les coopérations, les discussions, les forums, et de faire en sorte que petit à petit, les économies s'entremêlent, enfin, deviennent vraiment interdépendantes. Et alors, ça se fait en monnaie locale, ça se fait parfois contre du yuan, parfois. Mais donc, c'est une façon de les apprivoiser, de commencer, voilà, à tisser d'autres liens. Et ça, c'est redoutable. C'est redoutable. Non, c'est pas un gadget, non. Et dernière question. Ouais, alors là, dernière. Allez, dernière question, on revient sur l'Ukraine et on va faire un peu de prospective, parce que c'est le cœur de notre métier, là, toi, Ouais. Comment tu vois 2024, ou peut-être après l'issue de cette guerre, d'après toi? Est-ce que tu as des scénarios Comment, d'après toi, ça peut se terminer? Je ne suis pas Madame Soleil, moi. Je pense que l'élection américaine va être déterminante. Je pense que d'ici là, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Européens derrière vont essayer de mettre en place des défenses, y compris peut-être militaires, et c'est ça qui est dangereux,
pour permettre à Kiev de ne pas se faire tout bouffer, entre guillemets, vers le nord à Kharkov et vers le sud vers Odessa. Je pense que les Russes vont poursuivre donc, comme ils le disent, leurs objectifs initiaux, mais la différence, c'est que maintenant, ils sont en position, pour l'instant en tout cas, de force militairement. Donc, on voit bien que ça pousse doucement, ça pousse comme ils ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire en prenant leur temps, en sécurisant leur micro avancé. Donc nous on dit ah, ça n'en finit pas, la Russie n'y arrive pas. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est qu'elle veut le faire comme ça. Et elle le fait comme ça. Et je pense que la question ça va être effectivement Odessa. Moi j'aurais espéré qu'on soit assez intelligent pour s'arrêter avant, pour avoir des pourparlers. Ça n'a pas l'air d'être quand même pour l'instant le cas. Et Odessa, c'est à la fois symbolique et extrêmement concret d'un point de vue sécuritaire pour les Russes, puisque c'est ce qui peut menacer la Crimée. Donc, est-ce qu'ils vont se mettre en position, c'est ce que j'aurais espéré, se mettre en position de prendre Odessa et là dire aux Américains, bon alors, on fait quoi là? On discute. On trouve un statut neutre pour la ville, on fait quelque chose, ou bien est-ce que ça peut aller plus loin, et est-ce qu'ils peuvent avoir une ambition vraiment territoriale qu'ils n'avaient peut-être pas au départ, au tout départ certainement pas à mon avis, sachant que nous, on continue à faire des pressions du côté de la Moldavie, du côté de la Transnistrie. Aussi, on est quand même en train de leur faire un exercice OTAN qui va durer des mois, steadfast quand même, avec près de 100 000 hommes, pour leur montrer qu'on est là, quoi, qu'on les gêne, bon, très bien, mais enfin ça ne pousse pas forcément à la discussion. Donc voilà, est-ce que la guerre n'est évidemment pas finie? Peut-être qu'il y a aux États-Unis, et il y a aux États-Unis, et surtout au Pentagone, un certain nombre de gens qui disent attention, là, entre le Moyen-Orient et l'Ukraine, là, on ne sait pas faire, en fait. Hein, on ne sait pas faire. Les forces américaines ne sont plus les forces américaines de 1991. Ça a changé, ça a bougé, il y a des grosses faiblesses, il y a bon. Donc, je pense qu'il y a des pressions aussi au sein de l'appareil américain pour dire il faudrait peut-être quand même commencer à réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire de manière... Alors, est-ce que ce sera gelé? Est-ce que ce sera la coréenne? Est-ce que le gouvernement de Kiev va partir à Lvov? Est-ce que... Je ne sais pas, il doit y avoir... Malheureusement, je ne suis pas dans les petits papiers des négociations, j'aimerais bien, mais je ne suis pas... ce que je comprends, c'est que la France n'y est pas non plus. Voilà. Et ça me désespère. Voilà.